Comme ça, maintenant, tu as la caméra et le micro qui sont Je synchro. comprends pas. Maintenant, j'ai ma caméra et le micro qui sont synchro. Ils sont synchronisés. Et pourquoi t'as fait ça? Pour que le son de lui et le son de lui soient au même Ah endroit. bon, d'abord. Comme ça, quand je mettrai l'image et le son, ça sera bon. Moi, je n'ai qu'à regarder ça. Bah, Hop. tu me regardes moi. Hop. Et ici. Alors. Et maintenant, on va regarder les questions de Marie. Comme quoi, donc toi, tu peux retirer ton truc, quoi. Hop. Impeccable. Tu fais un beau. Tu fais beau? Ah Non, ben, pas tant encore. mieux. Quand je suis tout seul, je ne déguise personne. Du coup, moi ici, je peux retirer ça? Toi pas. Non? Ok. Alors, ici, tac. Mais je vais essayer d'articuler pour que tu l'entendes bien. Ouais. Alors, c'est Marie qui a écrit les questions, hein, je te le dis. Marie je pense, connaît un peu plus déjà tes histoires. Tu m'entends pas? Non, Ah. pas très bien. Attends. Je vais faire comme ça. Marie, là tu m'entends là, moi. C'est Marie qui a écrit les questions, parce que du coup Marie elle connaît un peu mieux, c'est logique, vu qu'elle a grandi avec toi. Elle connaît un peu plus ton histoire et tout ce que tu as vécu, tout ça. Et du coup Marie elle pose des questions. On est là aujourd'hui pour reparler de ta jeunesse. Peux-tu nous en parler de quelques mots et décrire l'ambiance qui régnait quand tu avais 17-18 ans? En gros, me parler un petit peu de ce que tu as vécu quand tu avais 17-18 À ans. 17-18 ans, ben, je travaillais chez moi avec mon père. Ouais. Et le principal, c'était comment je vais dire, c'était de trouver à manger. Ouais. Donc, mes moments de liberté, je les passais au jardin avec mon père ou sur la plaine des Manœuvres en cherchant à manger pour les lapins, Ok. ou m'amuser, Ouais. ce que je ne ratais pas. Tu faisais quoi pour t'amuser du coup? Tu faisais quoi pour t'amuser du coup? Ben, Tu jouais au ballon, tout ça? ce qu'on fait à mon âge, Ouais, mais on faisait pas la même chose à l'époque qu'on le fait maintenant. tu dis, On faisait pas la même chose à l'époque comme on le fait maintenant. ben non, ben j'avais des camarades, beaucoup de camarades, des camarades féminins, et voilà, on passait son temps. Quel âge avais-tu exactement quand tu as dû partir en Allemagne? J'ai eu 18 ans au mois de novembre, et j'ai pris le train le 2 février. Ça s'est passé comment du coup? Ben, pas gay. Non, mais ça s'est passé comment du jour au lendemain? On t'a dit Monsieur Deron. Ah, nous avons reçu notre feuille, notre convocation tous les trois, mon père, mon frère et moi. Ouais. Mon père était suffisamment âgé et père de famille. Mon frère travaillait pour les Allemands chez Murat. Et moi, j'avais rien d'autre que je travaillais chez mon père. Donc, j'ai dû me présenter à la Werbestel et j'ai été pris tout de suite. J'ai toujours entendu dans la famille que tu avais été à la place de ton papa. Ben, c'est ce qu'on a dit, mais enfin, moi, je n'ai pas l'impression. Mais enfin, c'est ce qu'on dit dans la famille. Et qu'est-ce que tu en penses du coup de ce qu'on dit? Ben, rien. Non. Rien du tout. T'en fous? Si c'est vrai, je l'ai évité à un autre, ben, ça me fait plaisir. C'est vrai. Quels ont été tes meilleurs souvenirs là-bas, quand tu as été en Allemagne? Parce qu'on se doute que ça a été dur. Ben, c'est-à-dire que ça a été dur. Ça a été dur, mais plus facile par rapport à certains. J'étais dans un village en pleine forêt. J'étais dans un village forestier et il n'avait pas grande animation. Il n'avait pas grande animation, mais ce qui était le plus désagréable, c'est la présence de barrages à côté, qui risquaient par bombardement de nous inonder, de nous noyer. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au barrage de la Mellezay, je crois que c'est la Mellezay, et il y a eu beaucoup de victimes. Chez nous, ils l'ont bombardé, mais comme c'était un barrage de terre, et la bombe a juste fait un trou dans la terre, tandis que l'autre était un barrage en béton, et le béton était tout disloqué et tout est parti. Et c'était où précisément en Allemagne?
À Sundern. Sundern. C'était à Sundern. C'est la forêt noire. C'est où ça? C'est dans la forêt noire? Une ville d'à côté, c'était Ansberg. Mhm. C'est tout ce que je connais. Okay. Enfin, je suis passé par Dortmund. Et Dortmund, Ansberg, et c'était un village qui dépendait d'Ansberg. D'accord. On se posait la question, Marie et moi, parce que du coup, là-bas, dans ce camp de travail, c'était un camp de travail, c'est ça? Ben ouais, on y vivait en baraquement. C'est ça. Et du coup, il y avait plusieurs cultures. Il y avait des Français, enfin, je suppose. Il y avait des Hollandais, juste à côté de nous, c'était une baraque hollandaise, puis il y avait une Française, il y avait des Polonais, il y avait des Tchèques. Et on formait tout un camp, quoi. Et du coup, vous faisiez comment pour communiquer? Vous faisiez comment, du coup, pour communiquer quand vous ne parliez pas la même langue? Ben, on en sortait quand même. On en sortait. Je ne connaissais pas l'allemand, mais malgré tout, j'étais le dolmetsch, l'interprète de ma baraque. Ouais. Et quand le chef avait quelque chose à dire, c'était à moi qui s'adressait et je devais tirer mon plan. Et ça consistait en quoi, du coup? T'avais juste un rôle de traducteur ou t'avais d'autres responsabilités, du coup? J'avais aucune responsabilité. Okay. Je communiquais simplement ce que le chef disait. J'ai pas une très bonne Les Hollandais parlaient beaucoup plus l'allemand que nous. Ouais. Forcément. Hein. Ouais, ça ressemble un peu. Alors, en cas de besoin, ben, on allait chercher un Hollandais. Et t'as fait des bonnes rencontres sur place? Ben, des gens que tu dis, tiens, ça m'aurait fait plaisir de le revoir après? J'ai connu des gens, des Français, des Allemands, des Russes. J'en ai connu à peu près tous les pays, de beaucoup de pays, des Polonais. Ouais. J'ai même été étonné parce que ma mère me traitait parfois de Polac. Parce que quand j'étais déguenier ou je n'avais pas beaucoup envie de m'habiller. Donc ma mère me traitait de Polac. Mais quand j'ai vu les Polacs, qui étaient vraiment des Polacs, je suis changé. Je me suis un peu habillé parce que je ne voulais pas ressembler à ces gens-là. Et c'était quoi du coup un Polac à l'époque? Parce que maintenant on vit tous de la même manière, tu vois. Un Polac, ben, c'était un type déguenier, un par-dessus qui lui descendait jusqu'aux pieds, un chapeau mis de travers et mal habillé, quoi. Mal habillé, plutôt sale. Ils faisaient juste pas attention ou... Ils faisaient juste pas attention? Ou ils s'en foutaient, quoi? Ils s'en foutaient. Des bohèmes? Ils se foutaient carrément de leur position. Ah, par contre, ça c'est moi. C'est pas une question de Marie, c'est moi. Je me souviens que tu m'as expliqué une fois, il y a des gens dans ce camp-là qui se faisaient faire des tatouages. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire du tatouage et du chat? Ah, c'est ça? Ça me fait rire. J'étais avec des Namurois et des Carolingiens et ils se faisaient des tatouages, ce que je n'ai jamais voulu accepter. Et il y en avait un il avait enlevé son pantalon, il était agenouillé, son derrière bien à l'air, et on avait dessiné un chat qui s'apprêtait à attraper une souris, et cette souris lui rentrait dans le derrière. C'était vraiment marrant. Tu m'as expliqué ça il y a longtemps, mais ça me fait toujours autant rire. Tu m'as expliqué ça il y a longtemps, mais ça me fait toujours autant rire, parce qu'on n'imagine pas, quand on imagine les horreurs de la guerre, on pense qu'aux choses négatives. Ah ouais, mais c'est pas toujours négatif. C'est ça, oui. Justement, c'est ça que il existe à ce moment-là une solidarité entre les gens, et on prend plaisir avec rien. Et justement, ça relie un petit peu, Marie, ce qu'elle demandait. Quand vous aviez du temps libre, qu'est-ce que vous faisiez du coup? Quelle activité vous faisiez quand vous aviez du temps libre? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez du temps libre? Ben, quand on faisait du temps libre, on allait soit se promener un peu dans les bois, mais on n'en avait pas beaucoup, puisqu'on faisait une semaine de jour, une semaine de nuit, et la semaine de nuit était de 7h à 7h, de 7h à 7h. Donc on se reposait surtout.
Et on traînait un peu dans les bois, hein, et au bien on allait boire des pintes. Ouais. Comme tu m'as expliqué la dernière fois avec la baïonnette. L'histoire de la baïonnette que tu m'as expliqué. Ah ouais, mais ça c'était un samedi soir, on avait été au cinéma. Ouais. Et on s'est fait houspiller par des Allemands, des jeunes Allemands. Et ils se sont trouvés aidés par des jeunes marins. On a bagarré. On est allé à la fabrique de papier hygiénique. On a trouvé là des stocks de bâtons qui étaient prêts pour être transformés. Ouais. Et on est revenu dans le centre du village avec les bâtons. Et naturellement, il y a un Allemand qui a perdu sa baïonnette, et ben je l'ai ramassé. Ouais. C'est Dominique qui s'est occupé de la vente. Ouais. Évidemment, Dominique, il ramassait tout. Ouais. Un peu dommage. Ben oui, c'était une belle. Ouais, mais je me doute. Hein. Une belle baïonnette allemande. Vous m'avez expliqué aussi une fois le barrage, que des fois vous alliez nager dans le barrage, enfin sur le barrage du coup. On était nagé. Ouais. Je suis allé nager dans le barrage et il y a eu alerte. Ouais. Au moment de l'alerte, il y avait des ballons de barrage qui montaient. Et on a vu la naissance de la fumée artificielle qui faisait aussi des barrages. Et cette fumée artificielle, ce nuage artificiel, nous a provoqué une masse de clous, de furoncles. Voilà. Ah, donc c'est là que ça vient, du coup, les furoncles que les Allemands t'ont fait. Oui, c'est ici. Ouais, mais je veux dire, ça vient de là, c'est à cause de ça que les Allemands... À cause de ça que les Allemands, d'abord, j'en ai encore un ici, celui-là m'a provoqué une glande en dessous du bras. Ouais, tu m'as expliqué. Ouais. Et il a fallu que je sois opéré. Donc j'étais un jour au matin chez le médecin. Comme il n'y avait personne, c'est le garde, il y avait des prisonniers russes qui étaient aussi pour passer la visite. Et il y avait une sentinelle, évidemment. Comme le docteur n'avait personne pour me tenir, il a appelé la sentinelle. Le bonhomme a mis son fusil contre la table d'opération. Et il m'a tenu. Et donc on t'a cautérisé comme ça? Ah, on m'a coupé dedans. Ouais. Et puis après, il m'a mis un pansement et il m'a dit, vous pouvez retourner au lag. Le lag, c'est le campement? C'est le camp. C'est ça. Je réfléchis si j'ai d'autres questions aussi. Hein. Une question de Marie ici. Quelle phrase ou moment gardera toujours en tête de cette époque? Un moment marquant qui... Où je suis rentré dans l'atelier, dans l'usine. Et quand je suis rentré dans l'usine, et qu'on m'a désigné un poste. Et tu faisais quoi du coup Soudeur. Soudeur, on a demandé s'il n'avait pas de tourneur ou soudeur dans la bande. Et je me suis déclaré. D'abord, j'avais dit tourneur, puisqu'il y avait un tour chez moi, je savais tourner. Et puis j'ai réfléchi qu'il faisait froid. J'ai dit tourneur à froid, il ne bouge jamais. Et je préfère soudeur, j'aurais au moins un chalumeau, une chaleur pour me réchauffer. Et je ne regrette pas d'avoir choisi soudeur. Non, tu m'étonnes. Et tu soudais quoi? Des radiateurs. C'est le même qu'un radiateur de voiture, mais c'était certainement des moteurs de sous-marins, pour des moteurs de sous-marins ou bien des moteurs de gros camions, probablement, je ne l'ai jamais vu. Il me semble, après peut-être que je me trompe, que tu avais aussi une histoire des mines. Tu avais dû à un moment donné faire des pièces pour des mines. Pour les mines, on soudait des mines. Ouais. Les mines qui constituaient un cylindre d'environ 15 cm de diamètre, 15-20 cm quand même. Et alors, on devait souder la plaque au-dessus. Il y avait le fond. Il fallait souder le fond sur un cercle de tôle. Et le dessus, qui lui avait des percuteurs, à peu près des diamètres, qui étaient fabriqués à l'usine, sur des tours. Et tu te sentais comment par rapport au fait de fabriquer du coup des armes?
Tu le sentais comment, le fait de devoir fabriquer des armes ennemies? Non. Le tout, c'était d'en sortir. Je pensais à manger parce que ça manquait légèrement. Et disons que j'avais souvent faim. Surtout que quand on faisait la nuit, on nous donnait et quand on faisait jour, c'était la même chose. On nous donnait on allait dîner à midi, on soupait vers 8 heures le soir, et on nous donnait notre déjeuner pour le lendemain. Et quand on faisait la nuit, ben, c'était notre journée du lendemain qui nous permettait de passer la nuit. Et alors, comme on n'avait pas suffisamment à manger pour le souper, on mangeait notre pain, et le lendemain, on n'avait rien pour le déjeuner. Donc la faim venait surtout vers 11h midi, qu'on n'avait pas eu à manger depuis la veille. Lié à l'alimentation, tu m'avais expliqué qu'on servait une espèce de bouillie qui le lendemain ressemblait à une espèce de pâté. Ah oui, ça c'était, je n'ai jamais su ce que c'était. On avait ça samedi. Ça se présentait comme un gros pâté noir. Et on nous coupait ça en tranches. On avait ça pour souper, et comme il restait toujours, on retournait avec au camp et on mangeait au souper. Je n'ai jamais su ce que c'était. C'était noir. On ne peut pas dire que c'était mauvais, mais je n'étais pas fendant. On aurait mangé n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et justement, il y avait du coup une espèce d'économie dans le camp. Tu m'as expliqué du troc. Ah oui, on échangeait avec les Belges d'abord, les Hollandais, les Français aussi. Plus difficilement avec les Hollandais. Mais avec les Français, ça allait. Et j'ai réussi une fois, bêtement, j'étais défoutu, j'étais moral à plat, tout à fait. Et un Allemand, on était 7 tables, j'avais une table pivotante pour mettre ma pièce, et on était 7 comme ça, à l'affilée. Et un Allemand qui était tout au bout de la chaîne l'a vu que j'étais sur ma table démoralisé. Et il s'est levé, il est arrivé, il m'a déposé un paquet sur ma table. Un paquet de cigarettes? Des tartines. Des tartines. Et alors, un petit peu en colère, je dépendais, que ça m'a choqué. Quand je suis retourné au camp, je suis revenu avec un petit paquet de tabac du bourreau que je lui ai mis de la même façon sur sa table. Et à partir de ce moment-là, il est venu me trouver, il m'a dit que pour un petit paquet de Duro, quand on faisait la nuit, ben j'avais un petit... pas de tartines, comme lui. Ils avaient des petits bols. Et j'en avais un comme lui, qui avait de la soupe ou bien qui avait du rata. Et enfin, là, je me suis trouvé bien pendant un moment, tant que j'avais du tabac. C'est ça. Et ça a duré un moment, ça? Ben, ça a duré quelques mois. Quelques mois, oui. 1 ou 2 mois. 2 mois, certainement. Il me semble que tu as aussi vécu, encore une fois, c'est des souvenirs, j'espère que c'est vrai. De toute façon, tu me diras si je me trompe. À un moment donné, tu as dû vider des trains de charbon. Ah oui. On avait chacun notre tour à aller à la gare. Moi, j'étais avec l'Allemand qui était avec moi, Hermann, qui était à côté de moi. Et à un moment donné, le type me disait, allez, viens, on s'en va à la gare. Alors là, on déchargeait soit un wagon de charbon, soit un wagon comment je vais dire, de pièces, soit un wagon de fer, ce qui se présentait. Et une fois, ainsi, l'Allemand m'a dit d'aller chercher une tôle pour passer du wagon au camion. Il m'a dit d'aller chercher une tôle, je suis parti chercher une tôle, sans savoir. Et après, quand j'ai voulu remettre la tôle en place, j'entendais gueuler derrière moi. Je me suis retourné, je me suis mis à rire, le type du même coup m'a donné un coup de poing, ici.
Et je lui ai laissé, c'est-à-dire que quand, comme il gueulait, je lui ai laissé tomber la tôle et il l'a eu sur le bout des pieds. Ce qui l'a fâché, il m'a donné un coup de poing. Donc j'ai eu, ici c'est ce qui m'a cassé les dents d'en bas. Et puis je suis reparti au poste. Et vous changez beaucoup de postes comme ça? Tu as fait 2 postes. Tu es resté combien de temps en fait du coup en Allemagne? Oh, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans? Oh, pas loin. Ouais. Je suis revenu au mois de mai, juin, j'étais parti au mois de février, donc une bonne année et demie, quoi. Là, je pense à quelque chose, mais je sais pas, je sais que ça peut te mettre potentiellement mal à l'aise, mais je sais bien que sur place, tu as rencontré une personne, Lunila. Ouais. Et du coup, est-ce que du coup ça arrivait plus fréquemment qu'on le pense, comme ça, les relations qui naissaient entre différentes cultures, différents pays? Ben, on était jeunes. Bon, hein, je dis on était jeunes. J'avais 18 ans. Et alors il y avait des femmes allemandes, des Russes là, qui étaient. Il y en a qui étaient aussi comme des Polacs, mais il y en a d'autres qui étaient bien. Alors naturellement, il est arrivé une liaison entre deux. Mais ça devait être particulièrement compliqué du coup comme... Enfin, je veux dire, s'aimer en période de guerre, ça devait être vraiment dur. Parce que là, du coup, tu connaissais pas encore mamie. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Ah non, non, c'était pas facile. D'ailleurs, on faisait parfois des rendez-vous à le four, 11 heures. Et voilà. Et voilà. Tu me fais rire. Tu dis? Tu me fais rire. Et du coup, est-ce que tu as des souvenirs un souvenir vraiment principal qui revient comme ça un peu de... Ben, un souvenir comme ça, quand j'étais là et que j'allais au charbon, par exemple, quand je rentrais le soir en cuisine, ben, elle me prenait mon vêtement plein de charbon et elle me le rendait le lendemain à 7 h au matin. Donc elle avait fini à 7 h du soir et elle avait passé la nuit, et une partie de la nuit pour lessiver c'était une combinaison, non, un veston et un pantalon. Et elle revenait le lendemain matin avec mon linge propre, quoi. Et vous faisiez comment du coup pour communiquer entre vous deux? Parce que je suppose que tu parlais pas russe. Un peu en barbouillant en allemand tous les deux. Ah ok. Ouais, ça fait du sens. Hein. Elle a certainement retenu quelques paroles de français, moi j'ai retenu quelques paroles de russe. Tu te souviens encore de quoi en russe? De quoi? Tu te souviens encore de quoi en russe? Ben, par exemple, Kagdila, comment vas-tu? Karacho, ça va? Tout des trucs banals, quoi. Mais qui finalement te démerdent mais qui finalement permettent de se démerder. Ah, on arrivait à se démerder, à se comprendre malgré tout. C'est ça. Non, c'est intéressant. Et du coup, tu es resté 2 ans en Allemagne? Oui, près de 2 ans. Et quand tu es revenu, du coup, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que je suis rentré chez moi, Gérard Dan, à l'école d'horticulture. Une fois, j'étais sur la porte et Gérard est passé et il me dit, tiens, t'es revenu? Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben, je dis, je vais faire, je ne sais pas. Et le lendemain, il est revenu chez moi, il m'a dit, tu peux venir à Maubray. Donc je suis parti à Maubray, où je suis resté un bon moment, parce que j'ai l'impression que mes parents avaient un petit peu peur, parce que j'étais fort libre. J'allais au coiffeur, j'allais au café du coin, et je dansais. Ouais, comme tout jeune. J'étais jeune. Ouais. Et j'ai l'impression que mon père a eu peur et il a trouvé moyen de me mettre chez sa sœur, à la rue des Augustins, donc une rue près de chez nous, à Tournai, où je suis resté jusqu'à la Libération. Quand tu es revenu du coup à Tournai, ouais. Ça a pris combien de temps le trajet de l'Allemagne jusqu'à Tournai, et tu as perdu combien de kilos durant cette période-là? Quand tu es revenu maigri? Oui.
Explique un peu. Mais quand je suis revenu, ben, j'ai retrouvé tous mes copains. Et certaines qui avaient changé de copains, étant donné qu'on était absent. Mais je veux dire, quand tu es revenu à Tournai, le trajet de Dortmund jusque Tournai, ça a duré combien de temps tout ça? Oh, j'ai d'abord dormi à... Ça doit être Aix-la-Chapelle. Je suis passé par Maastricht. Ça, je me souviens, je suis passé par Maastricht, il faisait noir. Et puis... Non, la première nuit, je l'ai passé à Bruxelles, dans le centre de la JOC. C'est quoi? De la jeunesse ouvrière chrétienne. C'était un bâtiment et il laissait là pour les gens de nuit, comme un vagabond, quoi. Et j'avais faim. Et je me souviens, j'avais pas d'argent et j'étais avec un Tournaisien de ma rue qui lui avait un peu d'argent et il y en a un qui est arrivé vendre des poissons, des saurets. Comme j'avais faim, il m'a donné 5 francs pour m'avoir un sauret. Et j'ai mangé un sauret comme ça, je ne sais pas, cru. Et c'est salé à diable. Alors après, et le lendemain matin, j'ai repris le train à Bruxelles, midi, qui n'était pas encore, c'était pas encore la gare actuelle. J'ai repris le train à Bruxelles midi et je suis revenu jusqu'à Tournai. La première chose à voir de Tournai que j'ai vu, c'était le Sacré-Cœur qui a sur l'église. D'accord. Les trains, c'était des trains comment? C'était des trains aménagés? Ah mais non, des trains ordinaires. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on imagine tout le temps l'image des gros wagons. Non, c'était un train ordinaire. C'est ça. Et pour partir aussi. Alors ma mère avait... Je lui avais dit que j'allais revenir aux environs d'eux. Ma mère passait à l'église des Pères sur le quai. Après, elle venait à la gare. Et je me souviens que quand ma mère m'a vu, elle a dit « Ah mon Dieu, ben le voilà le garçon !» Et j'avais ma valise sur l'épaule et Mimi était avec elle. Ta petite sœur. Ma petite sœur. Et quand tu es revenu à Tournai, tu étais vraiment maigri? Tu faisais combien de kilos? Ah ouais, j'étais maigri. Je ne sais plus. Je ne peux pas dire que j'étais maigri, j'étais un squelette, mais enfin, j'avais bien maigri. Mais ta maman, elle t'a renourri? Ah oui, je ne sais pas comment elle a tiré son plan, mais elle m'a trouvé pour me faire un souper au macaroni, tellement j'aimais bien le macaroni. Mais il n'y avait pas une période où elle te nourrissait à nouveau avec des verres de lait pour réhabituer? Ah non, ça c'était quand j'étais jeune. Ah. Pourquoi? Elle a la goutte de lait, comme avant dans les... c'était comment je vais dire, un service, c'était la goutte de lait. Les mères pouvaient aller avec là, on pesait l'enfant, on regardait s'il n'avait rien, et ils vendaient de la phosphatine, donc ma mère m'achetait de la phosphatine. Je sais bien qu'à un moment donné, tu mettais beaucoup ton grand frère, donc Charles, en évidence, parce que lui avait fait la guerre, je ne sais plus laquelle. La guerre 40, hein, il a fait la guerre des 18 jours. Hein. Il était soldat en 39, donc en 40, il a dû partir. Et il a été pris dans les colonnes de prisonniers, d'où il s'est échappé, avec son cousin Roger Ergaud. C'était quel côté du coup de la Belgique? Ah, ici sur la chaussée de Renay, entre Renay et Tournai. D'accord, ouais, c'est vrai qu'on ne pense pas, à chaque fois on pense aux lieux importants, donc... non, c'était ici à côté. Okay. Oui, parce que lui, la fin des combats qu'il y a eu, c'était sur la Lys. C'est ça. Okay. Et si tu avais un conseil du coup maintenant, là ça je rejoins les questions de Marie maintenant, si tu avais une question maintenant à dire à un gamin, ou limite à toi gamin quand tu avais 17 ans, maintenant avec l'expérience que tu as, je ne regrette rien. Non. Et s'il y avait un conseil à dire, c'est quoi? Travailler. Travailler. Étudier.